personnes ce soir. D'abord, je vais vous présenter le directeur de la vie locale, donc Florent Robert, qui est arrivé le 18 octobre. Florent, où il est? Voilà, donc Florent Robert, donc, qui est responsable de la vie locale, et je peux vous dire que depuis qu'il est arrivé, il n'a pas chômé. Hein? Bon, mais en tout cas, il m'a dit que c'était intéressant parce que lui, ça le passionnait quand il y avait véritablement, il sentait que voilà, il y a des enjeux sur ce territoire et ça le passionne. Et la deuxième personne que je voulais vous présenter, c'est donc un contrat sur le projet, qui est Laure Austen. Vous voyez? Voilà. Alors, Laure Austen. Alors, donc, la fonction exactement, c'est. Prévention et gestion des valorisations des déchets. Et voilà. Vous avez entendu? Non. Non, alors c'est sur la prévention, l'information sur les PGD. Je vois ma collègue là-bas de Cadillac, ça va l'intéresser, elle va se mettre en contact avec elle. Donc sur effectivement, elle remplace, comment il s'appelait? Non. Si, c'est Julien. D'accord. Non? Voilà, mais le mieux c'est que Mylène. Oui, j'ai souhaité la bienvenue à Laure, qui effectivement a été recrutée au service PGD. Alors, pour reprendre des grosses missions, donc Laure était chargée de mission dans ce service, c'est pas forcément le remplacement du poste de Julien, mais elle va être appelée à travailler sur les gros projets tels que nous connaissons actuellement, qui sont l'harmonisation, qui sont les déchets, qui sont. Voilà. Elle va travailler vraiment sur des choses bien précises et elle a beaucoup, on l'a dit, elle a fait beaucoup d'apprentissage du tout. Elle s'est mise sur les différentes tarifications, les différentes taxations, les différentes modalités qui composent effectivement notre territoire. Et voilà, donc elle a travaillé là-dessus pour nous aider à avancer sur toutes ces missions qui sont importantes pour pouvoir continuer à travailler dans le bon sens sur le territoire convergent. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Madame la Vice-Présidente. Donc, comme ça, vous pouvez mettre un visage sur Madame Austen, Laure. Bon, on va passer à l'appel. Catherine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Caresco, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Andrea Dandon-Pierre, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuy, Jocelyn Doré, Mylène Odoro, Bernard Gréau, Laurence Ducos, Thomas Filiatre, Maryse Fortinon, Bruno Carabos, Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laïto a donné pouvoir à Sylvie Porta, Michel Latapi, Corinne Loland, Julien Le Tacon a donné pouvoir à Jean-Patrick Soulet, André Massieu, Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy, Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Patricia Peignet, Frédéric Pédurand, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Didier Casimajou, Denis Pernet a donné pouvoir à Michel Garat, Sylvie Porta, Alain Quérens, Pascal Rappé, Audrey Rénal, procuration à Monsieur Vincent Joanneau, d'accord. Denis Rennes, Marlene Rideau a donné pouvoir à Mylène Odoro, Françoise Sabatier Querel a donné pouvoir à Thomas Filiatre, Jean-Patrick Soulet et Aline Techné a donné pouvoir à Pascal Rappé. Voilà. D'accord. Donc le premier point
au niveau du Conseil, c'est la désignation d'une secrétaire de séance. Sylvie, est-ce que quelqu'un s'oppose à cette désignation? S'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Donc, en suivant, nous avons la liste, ça doit être affiché derrière moi, la liste des décisions du président. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de commentaires particuliers, on va passer aux délibérations. Première délibération qui concerne l'administration générale, désignation d'un délégué au syndicat mixte Sud-Gironde. En fait, il s'agit de remplacer Madame Porta, qui ne souhaite plus siéger au syndicat mixte du Sud-Gironde comme titulaire. Je propose de désigner à sa place Jérôme Gauthier comme conseiller titulaire et Madame Porta, du coup, prendrait la suppléance. Y a-t-il d'autres candidats dans l'Assemblée? Monsieur le Président, je voudrais quand même expliquer pourquoi. Oui, alors, vas-y Jérôme. Bonsoir à tous. Je ne sais pas que je veuille plus de pouvoir, plus d'élections, plus de réunions. Donc l'explication elle est institutionnelle. En fait, depuis quelques années, je m'occupe du Pays d'Arrêt d'Histoire. Je représente la communauté commune pour le Pays d'Arrêt d'Histoire. Je m'avais élu en 2020 à ce poste-là. Il se trouve que le Pays d'Arrêt d'Histoire a été porté jusqu'à présent par Entre-deux-Mers Tourisme, donc par l'hôtel qui portait ce projet. Sauf que la DRAC a estimé que le périmètre de l'Entre-deux-Mers Tourisme ne correspondait pas au périmètre du Pays d'Arrêt d'Histoire. Du coup, il a fallu trouver un autre porteur de projet. Et l'autre porteur de projet, c'est le pôle territorial du Sud-Gironde, qui correspond à deux communes près, qui correspondent donc au périmètre du futur éventuel, donc le Pays d'Arrêt d'Histoire. Et le pôle Sud-Gironde a toute la compétence, du coup. Et cette compétence, elle s'exprime par le biais d'une commission, en fait, le comité de pilotage et tout ce qui pilote en fait ce projet de Pays d'Arrêt d'Histoire, ce sont que des élus du pôle Sud-Gironde. Je n'étais pas avec le pôle Sud-Gironde, du coup il n'y avait plus, je ne peux plus représenter donc, la communauté commune au niveau du Pays d'Arrêt d'Histoire. C'est pour ça que j'ai souhaité donc, intégrer donc, le pôle Sud-Gironde pour faire partie de cette commission et pouvoir poursuivre donc, le suivi du Pays d'Arrêt d'Histoire. Voilà l'explication à cette candidature. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, est-ce qu'il y a sur cette proposition, donc, s'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose de voter sur la candidature de Jérôme Gauthier puis de Sylvie Porta comme suppléant. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. La deuxième. Deuxième délibération concerne le développement économique, partenariat, Gironde Initiative, rectification d'une erreur matérielle, et je donne la parole à Dominique Clavier. Oui, effectivement, il s'agit de rectifier. Vous vous souvenez qu'on avait déjà voté cette délibération en séance la dernière fois. D'ailleurs, le document que vous aviez la dernière fois portait la somme de 1500. En séance, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur. On a dit c'est 2000, on a voté à 2000. Pour autant, on n'a pas rectifié et on a transmis au service des contrôles de la légalité une délibération portant la somme de 1500 €, alors que c'était bien 2000 qu'il fallait mettre. Donc, je vous demande que nous reprenions aujourd'hui la bonne délibération avec la bonne somme, de façon à ce que tout soit en ordre, avec nos excuses pour ce faux pas administratif. Donc c'est 2000 €, comme on l'avait dit la dernière fois, on ne l'a pas écrit. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Donc je vous propose de voter donc sur cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. Prévention et gestion des déchets, convention de coopération, je donne la parole à Mylène Doro.
cette délibération a pour but de proposer au président de signer une convention de coopération avec 5 parties prenantes, qui sont le SMICVAL, le SICTOM, le CEMOCTOM, la CDC Convergence-Garonne et l'USTOM, afin de pouvoir maintenir, ou tout au moins trouver des opportunités, et c'est ce qui vous a été listé dans la délibération, de pouvoir trouver, en travaillant en commun, des opportunités sur l'augmentation que nous subissons depuis pas mal de temps maintenant sur l'augmentation des déchets ménagers. Nous avons déjà commencé par faire un groupement de commandes avec d'autres syndicats, et dans la continuité, effectivement, pour trouver et partager, échanger avec toutes ces collectivités qui sont de notre strate géographique plus locale et à une autre échelle, de pouvoir mettre en commun le travail de nos techniciens, le travail de nos services, pouvoir partager avec ça et effectivement avoir plus de poids à plusieurs pour se faire entendre qu'en étant chacun de son côté à essayer de faire quelque chose. Donc cette convention de coopération donc, elle a pour objectif d'adhérer à ce groupement de commandes pour des études et donc proposer au président de signer cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Monsieur. Juste un petit détail sur un dernier document que vous avez présenté. Le SMICVAL, vous parlez de mutualisation. C'est lui qui et voilà. Et vous parlez de communication. Et dans le document, le SMICVAL a introduit un mot anglais pour dans la communication, le zéro déchet. Si on parle d'abord, c'est mieux de parler français. Et si on parle en même temps, on parle mieux zéro déchet, pardon, qu'un mot anglais. D'accord. Donc, Voilà. je retrouve pour... Oui, d'apporter en modification. Oui, c'est moi. Oui, je te suis complètement sur ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée. Délibération suivante concerne l'urbanisme. Sur la convention tripartite avec la commune de Brégnac et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et délégation du droit de préemption urbain à l'EPF sur la commune de Brégnac. Et je donne la parole à notre collègue Alain Carès. Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc, comme vous en avez l'habitude maintenant, donc, il s'agit ce soir de vous présenter donc, cette convention tripartite donc, entre la CDC qui est compétente en matière d'urbanisme, de loi de préemption urbaine, et à la demande donc, de la commune de Brégnac, à qui je peux passer la parole après pour expliquer peut-être plus en détail son projet. Donc, il demande à la CDC donc, de déléguer ce droit de préemption sur une partie de sa commune pour pouvoir, dans le cadre du PLU intercommunal, donc réaliser une opération programmée d'habitat sur le secteur de Janton. Alors, peut-être Thomas peut vous préciser un peu plus. Oui, effectivement, on a un PLU qui date de 2017 et cette zone de Janton, qui est une grosse zone, 40 000 m², il n'y a pas de photos, qui est en forme de U. Il y a déjà une partie qui est urbanisée et une autre partie où il y a un permis aménagé qui a été accordé. La plus grosse zone, qui était dans d'anciennes vignes, ça représente donc 40 000 m² avec un million de logements, de 40 logements. Voilà, comme tous les élus ici, on fait face à une pression foncière qui est assez énorme depuis cette adoption de PLU. Et si on devait répondre effectivement à l'appel des promoteurs, il y a longtemps que la zone, il y aurait déjà 40 logements. On ne peut pas faire n'importe quoi et on ne veut vraiment pas se tromper parce que c'est vraiment une belle zone. On voulait effectivement avoir la main dessus et pour avoir la main, il faut passer une convention avec l'EPF pour vraiment contrôler ce qui se fait. Parce que derrière, ce serait donc d'amener la vie dans ce quartier-là, pas que ce soit en gros un ghetto, parce que c'est du R+1, même voire R+2, qui serait prévu là dans le PLU. Et donc on aimerait, avec le conseil municipal, amener, au milieu de cette zone en tout cas, une résidence type personne âgée, ou résidence de service,
et puis de l'habitat partagé aussi autour, et pourquoi pas aussi des commerces. Donc il faut avoir la main dessus, c'est pour ça qu'on souhaite passer convention avec le BF. Des questions? Donc, il y a 37 parcelles, vous les avez listées, vous les avez vues présentées à l'écran. Donc, il s'agit donc d'approuver la convention opérationnelle, d'autoriser le président à signer cette convention et de donner délégation à l'EPF sur ces parcelles. Des questions, chers collègues? Non, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. On donne toujours la parole à Alain Thérèse concernant le SPAM. Et sur les nouveaux montants de redevances et les contrôles d'ANC. Merci, M. le Président. Donc, lors les derniers tarifs votés, donc, ont été votés le 16 décembre 2020, concernant le SPAM, et lors d'une commission suivante au mois de mars, le 16 mars 2021, donc, on a présenté les budgets et on s'apercevait qu'on était en déficit de fonctionnement aux alentours de 16 000 €. Et en fait, on a monté ce déficit de fonctionnement par le biais du reliquat de subvention qu'on avait obtenu du temps où l'agence de l'eau nous versait une participation. Donc si, on ne pouvait pas continuer comme ça, sachant qu'en plus, vous allez le voir après, on a des créances douteuses à recouvrir aussi. Et donc, sur proposition à l'époque aussi de M. Garat, je me souviens, on avait envisagé donc, de travailler en préalable et de présenter à la commission une estimation du coût de fonctionnement du service, en tenant compte des frais de personnel, etc. Et donc ça a été présenté donc, le 8 juillet 2021, et on a proposé de modifier donc, 4 tarifs sur les 10 qui avaient été votés en 2020. Et donc vous les avez sous les yeux. Donc on vous propose donc, de modifier les tarifs de conception, de réalisation, de vente et de fonctionnement périodique. Vous avez donc le coût de la prestation actuelle qu'on paye aux prestataires, sur la colonne gauche, avec le nombre d'employés de contrôle qui sont réalisés sur l'année 2019 et 2020. Et ensuite, donc, on a fait un calcul qu'on a présenté donc, à la commission qui fait apparaître donc, un coût de traitement de 37,34 € par dossier. Et le choix, on avait le choix soit de répartir ces 37,34 € sur chacune des prestations, ou bien de les répartir de manière un peu différenciée, de manière à ne pas trop impacter le fonctionnement périodique, mais plutôt impacter le tarif des ventes, puisqu'au moment de la vente, en fait, celui qui fait le contrôle, c'est-à-dire le vendeur, récupère quand même de l'argent de la vente et donc est en mesure, on va dire, d'amortir un petit peu cette augmentation. Donc vous avez donc cette proposition tarifaire qui est le tarif TTC. Les tarifs anciennement votés étaient les tarifs hors taxe, ils seront peut-être plus clairs de vous représenter. Alors, ce que je vous propose, c'est quand même de voter cette répartition qui a été validée à la majorité, moins une voix, je crois, de ces tarifs TTC. Mais pour que si les administrés puissent s'y retrouver, je vous propose quand même de représenter peut-être lors du prochain conseil l'ensemble des 10 tarifs TTC, puisque, comme je vous l'ai dit en préalable, il y en a une partie en 2020 qui était présentée hors taxe, et ceux-ci sont présentés TTC. Donc on redemande au service, mais aujourd'hui, l'agent est en arrêt, en confinement, on va dire, et donc il n'est pas en mesure de nous présenter ça pour ce soir. Voilà, ce que je vous propose, c'est donc de valider ces nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2022, de manière à ce qu'on puisse également les proposer à sa demande aux différents syndicats qui va récupérer S+1 aussi. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des interventions? Vas-y, André. Il y a le syndicat des deux rives qui travaille avec la SOR et qui a tout à fait les mêmes tarifs. Est-ce que c'est souhaitable est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes tarifs finalement qu'applique le syndicat des deux rives? Justement, le syndicat des deux rives nous a demandé de lui faire part des nouveaux tarifs. Donc là, ce soir. Ah, d'accord. De manière Ils vont modifier les leurs aussi. Comment? Je ne sais pas. Eux vont modifier les leurs aussi. D'accord. Parce que là, pour l'instant, les autres sont bien. Merci. Oui. Donc, Ah. bon, je
rapport, voilà. Bon, moi, je ne voterai pas cette délibération parce que c'est une augmentation qui est exponentielle à mon sens et que, en fait, on augmente, les impayés vont être de plus en plus importants et donc il faudra recouvrir. Donc on est dans une espèce de spirale qui est sans fin. Donc si on prend, j'ai essayé de faire quelques petits calculs, on serait par rapport au premier marché, on serait à 53,70% d'augmentation sur le contrôle périodique. Voilà. Donc ça c'est déjà ça. Si on prend les données de l'an dernier sur les autres SPANC, pour le contrôle périodique, nous avions une fourchette de 50 à 90 avec une moyenne de 76. Alors je suppose que ça va évoluer, bien sûr, mais il n'empêche. Voilà, cette augmentation elle est trop importante. Depuis 2 ans, c'est pas possible. On ne peut pas demander tout le temps aux administrés de compenser d'autres problèmes et entre autres de recouvrement. Voilà, je soulignerai juste que, effectivement, Escoussant va être avec le SIEA, donc peut-être qu'il y aura cette même augmentation, je n'en sais rien. On a été sollicité sur la périodicité, donc j'ai eu une remarque, c'est-à-dire qu'on maintient 6 ans pour le contrôle de fonctionnement. Moi, je considère que si on doit récompenser les gens qui ont fait l'effort de faire un investissement pour un fonctionnement en état, eh bien, il faut le porter peut-être à 8 ans. Et par contre, il faut savoir que le coût d'une réalisation est conséquent. Donc, moi, je ne descendrai pas en dessous de 4 ans, même si l'assainissement n'est pas en conformité. Il faut laisser le temps aux gens de préparer un financement. Voilà. Alors, Monsieur le Président, si vous me permettez, je vais répondre à Catherine. Donc, effectivement, on a bien conscience de cette augmentation importante, puisqu'on en a évacué en commission. Elle n'est pas le fait que de la CDC, c'est-à-dire, vous savez tous qu'on a fait l'objet d'un nouveau marché, qu'on a mis en place un nouveau marché, et c'est le seul candidat qui a répondu, c'est-à-dire la SOR, qui a appliqué une augmentation de plus de 30% de ses tarifs, déjà, d'accord? Donc ensuite, sur ces tarifs, comme je vous l'ai expliqué, on était en déficit de 16 millions. Donc ça veut dire que dès qu'on allait avoir, et ça se produirait, à mon avis, sous 2 ans le minimum, le maximum plutôt, sous 2 ans, on se retrouvait avec un budget en déficit, si on n'applique pas cette augmentation. Donc on ne peut pas envisager des prochains budgets en déficit. Deuxièmement, pour répondre à la deuxième partie, effectivement, on a acté aussi qu'on avait travaillé déjà sur une modification du règlement et on n'a pas abouti, Léa, entre-temps, vous savez, nous a quitté, donc elle a laissé un petit peu en stand-by ce travail qui est repris par Barbara Guérino, et donc lors d'une prochaine commission, dès le début de l'année, on examinera donc ces propositions effectivement de périodicité qui avaient déjà été évoquées, c'est-à-dire ça avait même été évoqué par le bureau d'études qui nous a accompagnés lors de la mise en place de ce marché sur des CDC, effectivement, où on allonge le délai des bons fonctionnements jusqu'à 8 ans pour que lisser sur la période, en fait, ça soit acceptable, on va dire, enfin, ces tarifs soient acceptables de manière à ce qu'on n'oblige pas les administrés à être refacturés sur des installations qui sont en bon fonctionnement. Après, le débat aura lieu en commission et puis devant vous sur l'histoire pour obliger les gens qui n'ont aucun système de traitement de manière à les faire à leur mettre une pression financière, sinon en fait ils ne réalisent jamais aucun traitement qui peuvent mettre en danger et la mairie peut être mise en accusation par l'agent de l'eau aussi. Et bon, moi je prends l'engagement donc dès le début de l'année de retravailler sans commission sur la période des 6 mois. Je rebondis sur ce que vient de dire Alain, parce que j'ai un cas où j'ai demandé un contrôle d'un assainissement non collectif sur la commune parce que j'avais vu. Et la conclusion de l'analyse qui a été faite, c'est qu'effectivement l'assainissement est non conforme et que l'administré il mettra en ordre lors d'une vente. Donc il va pas vendre sa maison. C'est un assainissement qui est non conforme, qui fait des pollutions avérées et sur lequel finalement on laisse faire. Le système fait que on ne peut pas faire pression et je trouve ça particulièrement, ça ne sert à rien et c'est au contraire même négatif parce que c'est de l'encouragement au risque. On dit vous pouvez continuer quand vous vendrez votre maison.
je considère que sur ce sujet du sport, il y a un vrai sujet, si on veut vraiment être efficace, corriger les assaisissements qui sont trop grands, qui sont de vraies sources de pollution. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Je vous propose de délibérer. Qui est contre? Donc, attendez. Alors. Là, il y a Cathy Bertin et Frédéric Léguant, d'accord. Qui n'aime pas les augmentations. Ouais. Personne n'aime, hein, je vous assure, hein, sur la question. Qui s'abstient? Bon, Madame Bélier, puis... et Monsieur Massieu. Ok? Je vous remercie. Délibération suivante concerne la GEMAPI. Approbation de la modification des statuts du syndicat mixte d'aménagement du bassin versant de l'Œil SMAPVO. Et je donne la parole à notre collègue Valérie Méneret. Bonsoir. Donc il s'agit juste de modifications complètement pour rentrer dans un cadre légal. Le syndicat a changé d'adresse. Dans les anciens statuts, il était abrité à Arbis. Aujourd'hui, il s'agira de la mairie d'Aumetz. Sur le deuxième article modifié, il s'agit de la clé de calcul de notre participation. Les anciens statuts tenaient compte uniquement de la population totale. Aujourd'hui, on tiendra aussi compte de ce qui se fait partout, c'est-à-dire du linéaire des cours d'eau pris en charge. Et troisième modification, et là je vais vous la modifier un petit peu par rapport à ce que vous avez d'affiché. Dans les anciens statuts, c'était la trésorerie de Créon, mais ce ne sera pas non plus Cadillac, ce sera l'Aréole. Voilà, la modification est arrivée entre-temps, vous mentionniez la note de synthèse. Donc c'est aucune incidence autre que légale au dépôt des statuts. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc, je propose qu'il vote contre. Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la culture. Convention de partenariat, délégation parcours cycle 2, co-théâtre au fil de l'eau 2021-2022 et versement de subventions. Et je donne la parole au vice-président Jérôme Gauthier. Merci. Donc, effectivement, nous avons un contrat d'éducation culturelle, passage qui est en fin de parcours, donc il est probable qu'au premier trimestre 2022, il sera présenté donc, au Conseil communautaire pour réalisation d'un nouveau contrat. Donc, dans ce cadre de ce contrat, les politiques d'éducation culturelle, l'idée c'est d'utiliser les ressources locales, notamment donc, pour tout ce qui concerne le patrimoine, le château de Cadillac. Le château de Cadillac a une animatrice. Nous avons une convention avec le château de Cadillac. Donc, l'idée c'est de déléguer, si vous voulez, une partie de l'animation pour l'éducation culturelle au château de Cadillac. C'est l'animatrice château qui prend en fait ce type d'animation-là. Il faut conventionner avec le château, et d'autre part, l'argent que nous avons en subvention, on le reverse au château de Cadillac, ce sont eux qui interviennent directement pour la somme de 4 210 € TTC. Merci. Des questions? Des questions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. La délibération suivante concerne le sport. Nouvelle dénomination du gymnase de Cadillac. La parole est toujours à Jérôme Gauthier. Voilà, la délibération suivante concerne le gymnase communautaire, le gymnase des Barils, situé sur la commune de Cadillac. Il y a quelques temps, donc, les dirigeants du club de hand de Cadillac sont venus me rencontrer pour effectuer une demande. Cette demande, c'est de donner le nom donc, au gymnase de Jean-Marie Piezrac, donc pour ce gymnase. Donc, cette personne était donc lors d'un accident de route le 8 octobre 2020, à l'âge de 27 ans. C'était une personne très connue dans le secteur d'une part, ensuite donc très actif au niveau du club de hand. Il était aussi champion du monde de full contact donc, sur le territoire. Et donc les dirigeants souhaitaient donc nous demander, et c'est le conseil communautaire qui était compétent pour cela, de donner le nom donc, à ce gymnase de Jean-Marie Piezrac.
Sachant également que j'ai demandé l'avis à tous les autres utilisateurs de la salle, de la ville. Ils ont tous fait un courrier qui va dans le même sens, soutenant donc la démarche du club de rugby. C'est de rendre hommage à cette personne en donnant le nom du gymnase communautaire, en donnant son nom. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne l'enfance-jeunesse, approbation du règlement intérieur des accueils de loisirs, et je donne la parole au vice-président Patrick Soulou. Merci Jocelyn, bonsoir à tous et à toutes. Il faut effectivement que nous approuvions le règlement intérieur des accueils de loisirs en conseil communautaire. Donc ce règlement intérieur était devenu un peu périmé, donc à la demande du service départemental jeunesse et sport, il faut qu'on se mette en conformité. Donc ça concerne les accueils de loisirs communautaires, les accueils périscolaires. Voilà, ce document a été donc validé en commission. Je fais une petite parenthèse avant de passer la parole au président. Concernant cette commission, je souhaiterais, si vous êtes d'accord, en tant que représentant des communes, sensibiliser un petit peu les personnes qui sont présentes de chaque commune à cette commission. Parce que 28 inscrits, on se retrouve à 6. Donc comprenez bien que pour travailler, ce n'est pas satisfaisant. Donc je vais faire un mail à l'ensemble des délégués communautaires, mais ce serait bien aussi que les maires ici présents ou des représentants des communes puissent passer le message à vos délégués. Voilà, c'est quand même une compétence importante. Il y a des sujets importants qui sont traités, et donc il est bien d'avoir un petit peu l'avis et la validation un peu de toutes les communes. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais qui me semble importante à rappeler. Message bien reçu, Jean-Patrick. Bon, est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. La délibération suivante concerne les finances, constitution d'une provision pour créance douteuse, budget annexe du service public d'assainissement non collectif SPANC. Je donne la parole à mon collègue Dominique Laville. Merci. Donc, vous savez que ce sujet, nous l'avons abordé lors du conseil précédent, de constituer des provisions pour créances douteuses. On l'a fait sur tous les budgets concernés à hauteur de 15%, ce qui est la préconisation minimum de la DGFiP. Je dis bien minimum, on peut aller au-delà. Et d'ailleurs, M. Ferrat avait fait un argumentaire tout à fait recevable dans ce sens. Suite à ça, et dans la foulée, je crois, Alain Kerens, en charge du SPAN, avait souhaité qu'effectivement, dans le cadre du SPAN, c'est un budget d'ailleurs, vous pouvez le faire, cette provision aille au-delà. Donc ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de monter cette provision de façon à ce que toutes les créances de plus de 2 ans soient couvertes en termes de risque. Alors le montant de la provision constituée n'est pas de 4 394,92, mais de 4 934,92. Petit problème de frappe. Donc voilà le sujet. J'ajoute que pour les autres budgets sur lesquels il y a des provisions pour créances douteuses à constituer, je pense nous reverrons ce sujet dans le cadre des budgets 2022 parce que c'est un petit peu plus complexe et un peu plus tendu que sur celui-là. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Donc, oui. C'est pas la question par rapport à ces choses, mais enfin, on s'était engagé comme tu l'as dit l'année dernière. Enfin, je voulais juste rappeler, pour justifier le fait qu'on a pu qu'on assainisse ces budgets sur lesquels il y a de l'handicap, des créances qui sont retardées. En fait, je viens de vérifier, et ça justifie aussi l'ajustement des tarifs. Sur l'exercice 2019, on avait un report de 70 000 et quelques euros. Sur l'exercice 2020, on n'avait plus que 47 000. Donc heureusement qu'on avait le report des années N-1. Et donc ça vous laisse
voilà, faire la prospective sur ce qui va arriver si jamais on n'augmente pas les tarifs, on se voit avec un budget, comme je l'ai dit tout à l'heure, en des équipements. On consomme la raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Finances, toujours dans le cadre des finances. Budget annexe SPANC. Vote d'une décision modificative numéro 2021-002. Oui, cette décision modificative fait suite à la délibération précédente, puisqu'on avait constitué une provision qui était à une hauteur inférieure. Donc il faut qu'on fasse un mouvement de façon à amener la provision constituée à hauteur des 4 934,92 et que nous devons augmenter 4 184,92. C'est l'écart entre ce qui a été provisionné et ce que nous devons provisionner. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Délibération suivante, toujours dans le cadre des finances. Budget annexe GEMAPI. Vote d'une décision modificative 2021-001. Là aussi, il s'agit d'un ajustement budgétaire, puisque la provision qu'on avait constituée pour l'appel à cotisation au syndicat du Ciron était à hauteur de 26 500. Or, les titres qu'on a reçus, cette cotisation s'élève à 30 608. Donc, on doit faire un certain nombre de mouvements de façon à ce que nous puissions régler ces titres à hauteur de 30 608 euros. Et on prend 26 500 dans la section investissement sur des choses que j'ai une prévision mais qui n'ont pas été réalisées, et sur la section fonctionnement, également un mouvement sur des entretiens de terrain qui n'ont pas été faits, de façon à constituer nos 30 608, ce qui ne pose pas à date de problème sur le budget de GEMAPI pour cette année. Valérie, tu as autre chose de... Enfin, je peux vous expliquer ce que c'est, peut-être. Oui, c'est toi l'expert. Non, il s'agit simplement de la prise en compte la compétence du syndicat du Ciron s'est un petit peu étendue par rapport à ce qu'elle avait à l'origine. À l'origine, elle avait vraiment que le Ciron et les affluents du Ciron. Et aujourd'hui, elle couvre un territoire un petit peu plus grand qui va de Landgrasse à Saint-Michel-de-Rieux-Fray avec le Baradote. Et donc, elle a augmenté, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, elle a augmenté son mètre linéaire et sa quantité de population couverte. Voilà. Et ça avait été un peu oublié juste dans la prise en compte de notre participation. Donc on rétablit juste ceci. Voilà. Merci. Des questions? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. La délibération suivante concerne les ressources humaines. Demande de mise à disposition d'un agent chargé de la gestion comptable par la commune de Cadillac au profit de la communauté de communes Convergence Garonne. Il s'agit, on l'avait déjà fait, de la reconduction d'une mise à disposition d'un agent de la commune de Cadillac pour renforcer le service finance face à plusieurs congés de maladie qui rend un peu le service un peu tendu. Cette mise à disposition est établie pour une période de 1 an à raison de 1 jour par semaine, 7 heures par jour. L'agent concerné a été consulté et bien évidemment a donné son accord, ainsi que la collectivité qui la met à disposition. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je profite on parle de ça pour vous dire qu'au service finance, on a recruté quelqu'un qui sera l'adjoint de Laurence et qu'on souhaite, on pense qu'on va retrouver un équilibre, une marge de manœuvre supérieure à celle que l'on avait parce qu'on est passé des mois très très tendus. Donc cette personne sera avec nous au 1er décembre. Bonne nouvelle. Surtout pour un Laurence. Ça va la soulager un petit peu. Donc, on a voté là. Non, on n'a pas. Excusez-moi, je pensais qu'on avait.
voté. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie. Toujours dans le cadre des ressources humaines, recours au contrat d'apprentissage. Vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je trouve que les collectivités ont le devoir un peu d'apporter leur contribution au contrat d'apprentissage. Alors la CDC, elle accueille régulièrement des jeunes en apprentissage dans les divers services. Ce dispositif a un intérêt à la fois pour le jeune, vous le comprenez bien, qui rentre petit à petit dans la vie active, et pour la collectivité qui est exonérée de presque toutes les cotisations sociales. Nous avons actuellement beaucoup de difficultés à recruter des professionnels de l'animation pour nos accueils de loisirs. Il est donc proposé, à compter du 1er décembre 2020, et pour une durée de 17 mois, de recruter un apprenti préparant le diplôme au brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport, option loisirs tout public. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Toujours dans le cadre des ressources humaines, modification du tableau des effectifs afin de tenir compte des derniers mouvements du personnel, donc qui sont les suivants. En filière administrative et dans le cadre de l'emploi des attachés territoriaux, nous recrutons un attaché principal et oui, en attaché principal et en attaché territorial. Ensuite, dans la filière technique, dans le cadre d'emploi d'ingénieurs territoriaux, un ingénieur principal et un ingénieur territorial. Et, comment dire, ça s'est bloqué, c'est pas grave. J'ai la partie. Et ensuite, la création d'un poste de chef de service développement sportif sur la filière sportive, cadre emploi d'éducateurs territoriaux, des APS et grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives. La création... comment? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur cette modification au tableau des effectifs? Non, donc je vous propose de délibérer. Ah oui, j'avais pas tout à fait, il y en a d'autres. Alors l'ouverture d'un grade supplémentaire sur le poste d'adjoint, on vient d'en parler, finance juridique pour permettre d'accueillir un lauréat de promotion interne de la filière administrative sur un grade de rédacteur principal de première classe et le détacher pour stage sur le grade d'attaché territorial déjà existant. Ensuite, l'ouverture de l'emploi de coordinateur des animations culturelles au sein du réseau de lecture publique sur plusieurs grades pour faciliter le recrutement. Sur la filière culturelle dans le cadre d'emploi des assistants de conservation, un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et sur la filière administrative dans le cadre d'emploi de rédacteurs territoriaux, rédacteurs territorial. Voilà, là j'ai fait le... Oui, notre DRH, notre DGS me précise qu'on va ouvrir les recrutements exactement à des contractuels. Si on ne trouve pas, bien évidemment, puisque la priorité dans le cadre de l'éducation des gens qui sont déjà dans la fonction publique sont prioritaires. Mais si c'était infructueux, qu'on puisse recourir donc à des dispositifs contractuels. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Non? Oui? Il faut préciser le pourquoi de la création de l'emploi des chefs de service aménagement. C'est lié quand même au départ de l'agent. Oui, peut-être tu veux l'expliquer puisque c'est ton service.
Oui, donc après discussion avec le service des RH et la DGS et le président, donc on propose cette création de poste à ce nombre de chef de service d'aménagement. Un certain nombre, enfin, je pense que le plus grand nombre d'entre vous c'est aujourd'hui que notre chargé de mission PLUI nous quitte le 1er décembre. Donc on n'a plus personne pour animer ce PLUI. Deuxièmement, on avait donc le chef de pôle qui est aussi en disponibilité aujourd'hui, qui fait ça. Donc en fait, on n'a plus qu'un demi-service qui est aujourd'hui en charge des modifications des documents, etc. et de l'OPH. Le service est en vraie difficulté. Donc, pour essayer d'expliquer, parce que ça fait quand même le deuxième chargé de mission que nous avons sur ce PLUI, on aurait peut-être intérêt à recruter donc effectivement quelqu'un de titulaire, en tout cas quelqu'un qui va aller au bout de la mission et sur lequel on propose d'assumer à la fois le PAH, à la fois aussi le PCAEP qu'on va devoir mettre en place, etc. Et tout le travail sur la mobilité également. Voilà, donc avoir quelqu'un avec une perspective de carrière qui lui permette au sein de la CDC, qui lui permette de rester avec nous et de nous accompagner et en espérant retrouver quelqu'un d'aussi grande qualité que le chargé de mission qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà, juste pour compléter un petit peu, oui, pour compléter ce que disait Alain, c'est vrai qu'on a reçu ce matin Jalila par rapport à... et c'est vrai que moi j'avais un retour de l'ensemble des communes qui étaient pleinement satisfaits. Voilà, il y a les gens, ils ont aussi leur déroulé de carrière. Malheureusement, on peut le regretter, mais on ne peut pas attacher les gens à la... Hein. Bon, donc qui c'est qui souhaitait intervenir? Oui, allez. Merci, je ne peux que confirmer pour Jalila, c'est évident. Pour prendre un petit peu le tableau des effectifs, en ce qui me concerne, je trouve que des réorganisations, etc., ça devient difficile en fait de suivre l'évolution par service. Et j'aurais aimé savoir s'il était possible, de manière à travailler par compétence sur la question du fonctionnement de notre structure, s'il était possible d'avoir un tableau qui nous permette par compétence de voir le nombre d'équivalents temps plein avant fusion, après fusion. Parce qu'on travaille beaucoup sur le tableau, je comprends que c'est très compliqué à tenir, sur des lignes, mais le fait de raisonner en équivalent temps plein, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Avant fusion, après fusion et par compétence. Je voulais savoir si techniquement c'était possible de nous fournir ce type de... Mais c'est pas grave si c'était pas les mêmes compétences. L'idée c'est pas de comparer l'un contre l'autre. Je suis d'accord. L'historique est un peu difficile à constituer. En tout cas, ce serait intéressant d'avoir cette entrée analytique, je pense. On va essayer de voir si on peut pouvoir apporter satisfaction à la... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ça, par rapport au histoire de Jalila, moi je pense que vous devriez regarder aussi peut-être une mission de sous-traitance, c'est que quelqu'un de vraiment compétent, vous pouvez m'en aller maintenant, vu la compétence avec elle-même, pour chercher une personne pour la remplacer, qui va se remettre dans le bain, qui fait moins de compétences à mon avis, ça va retarder notre projet. Moi je pense que peut-être envisager, je ne sais pas moi, je ne sais pas de ça aujourd'hui, mais peut-être regarder côté sous-traitance avec un vrai professionnel. Mais pas sur le reste de 6 mois, le temps de trouver quelqu'un de compétent. Alors, je vais essayer d'apporter une partie de la réponse. Vu la qualité de l'investissement de cet agent, je ne sais pas si on peut la donner, hein, mais, voilà, je ne sais pas si on peut officiellement la citer. Elle est tellement professionnelle qu'elle nous a préparé une marche à suivre, si vous voulez, un travail sur un village, sur le mois et les 2 mois qui arrivent. Donc le travail que vous avez à faire aujourd'hui, comme tout le monde en commune, c'est un travail de préparation de votre zonage et de secteur de projet. Si vous voulez, cette copie qu'on a à remettre le 3 décembre, en fait, on va être reçu en janvier par le bureau d'études et vous allez avoir à échanger avec lui sur ce qui est faisable, selon lui. Voilà. Et je pense que ça nous laisse le temps, c'est pour ça que j'ai insisté moi, auprès des services pour pouvoir vous présenter
ouverture de poste ce soir, ça nous laisse quand même à peu près un mois et demi, 2 mois. Je pense que début février, on aura quelqu'un plus tard. Alors, par rapport aux professionnels, on a déjà marché avec un professionnel sur le PLU, donc on est accompagné. C'est lui qui est en charge du PLU. On a juste besoin, nous, CDC, d'avoir quelqu'un qui a un regard professionnel aussi, mais qui a un regard côté CDC. On ne va pas prendre le deuxième bureau d'études pour faire le boulot du bureau d'études officiel. Bon, d'autres questions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Massieu. Monsieur Massieu. Abstention. Je vous remercie. Délibération suivante concerne le marché public. Arrêt du marché de conception architecturale et technique du projet de création d'une structure multi-accueil petite enfance d'un RAM et d'un pôle social. Je donne la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Oui, merci Monsieur le Président, c'est gentil. Oui, donc comme vous pouvez le voir dans la délibération, donc, nous avons réuni en commission et validé en bureau. Concernant donc la conception architecturale et technique pour la structure multi-accueil, donc comme vous pouvez le voir, on a eu plusieurs thèmes de travail. On était parti sur une enveloppe affectée au projet de 1 41 000 €. Le premier avenant a été donc signé dans le cadre de la réalisation des études complémentaires pour la dissimulation thermique dynamique, la qualité de l'air, etc., pour améliorer la performance du bâtiment, l'empreinte carbone et la santé des occupants. Donc la remise des études d'avant-projet définitif ont été arrêtées à 1 364 865,44 qui ont fait l'objet d'un avenant. Et ensuite, donc, les architectes nous ont donné un projet pro, dont le coût du bâtiment a été désormais estimé à 1,4 million. Donc vous doutez bien que, vous connaissez tout à fait les possibilités de la communauté de communes. Donc au vu du coût actualisé de ce projet, et puis de l'évolution des besoins que vous connaissez également sur la communauté de communes, nous avons décidé donc, on propose de procéder à l'exécution des prestations prévues au contrat de maîtrise d'œuvre attribué à la société Atelier Provisoire. Voilà, il faut donc qu'on notifie donc à cette entreprise, au bureau d'études, que nous arrêtons donc la maîtrise d'œuvre de ce bâtiment. Donc si vous avez des questions, des choses de précision. Des questions? Monsieur Gras. Oui, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce projet depuis qu'il a démarré? Parce que quand on n'est pas au courant, on découvre un peu les choses. Donc à quel est l'arrêt de cette maîtrise d'œuvre? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique là maintenant si on arrête ça? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça vous a coûté jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que ça implique sur la suite? Alors, moi je vois que la décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donnera lieu à aucune indemnité. Si on l'a arrêté, pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'effectivement, on a regardé notre budget, notre capacité budgétaire qui ne permettait pas effectivement de l'envisager. Alors, c'est l'arrêté, ça ne veut pas dire que c'est abandonné. C'est arrêté, simplement il faut faire... Pratiquement le projet est abandonné aujourd'hui. Il est suspendu. Aujourd'hui, il est suspendu. Il est suspendu. Le terme me paraît plus approprié. Effectivement, il est suspendu. Donc, on le reprendra quand il sera effectivement en capacité, la politique, quand il sera en capacité budgétairement de pouvoir répondre à cet investissement. Pour le moment, ça paraît difficile. D'ailleurs, il y aura aussi d'autres renoncements par rapport à ça. On va faire en fonction de nos capacités budgétaires. Est-ce qu'on a une idée de ce que ce projet nous a coûté jusqu'à ce jour, dans les études et les pré-études? Oui. On l'a. Si vous voulez, je vais apporter des précisions concernant donc, entre la période APS et la période APD.
Donc vous avez vu que nous avons évolué dans le projet, donc on partait sur un bâtiment du futur, si vous l'avez un petit peu en tête. Donc du coup, comme vous connaissez, vous avez bien vu que le coût des matériaux est très très important actuellement. Donc par rapport à notre estimation, ce qu'on avait budgété donc lorsqu'on a fait le budget, on ne rentrait plus du tout dans l'enveloppe. Voilà, donc on a trouvé plus sage et plus raisonnable de ne pas continuer pour l'instant dans ce projet, de le mettre en sommeil et de repousser un petit peu plus tard, lorsque nos finances nous permettront de pouvoir réaliser ce projet ou un autre, en reprenant bien sûr ce qui a été réalisé. Et je précise que, donc, compte tenu de, c'était pour un relogement de crèche, plus aussi un RAM et donc un pôle social. Donc du coup, nous allons faire avec ce qui existe et bien sûr, on soutiendra quelques travaux à faire au niveau de la crèche existante qui avait été repoussée en attente de ce projet. Donc voilà, donc, tout est clair pour nous, tout est clair pour eux, ils sont au courant. Donc voilà, c'est une point d'étape, on arrête pour l'instant et on verra un petit peu quand on aura, on espère rapidement un peu plus d'aisance financière pour lancer ce projet. On va dire que ça ne répond pas tout à fait à ma question. La question est de savoir les sommes engagées jusqu'à ce jour. On vous donnera un chiffre parce que là on n'a pas. Elles pourront être portées au procès verbal, des sommes, enfin, je veux dire, on pourrait en être informé, savoir ce que ça nous a coûté jusqu'à ce jour. Ok, pas de souci. Bon, d'autres questions? Je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur le Président. Oui, juste, moi je trouve que cette délibération, est-ce qu'on est obligé de la prendre aujourd'hui? Oui. On est obligé. Oui. Parce que j'aurais bien aimé savoir, comme mon cher collègue, combien l'histoire va coûter, sachant que ça aurait été, voilà, ça aurait été bien de savoir. Oui, mais en fait, ça ne remettra pas en question l'arrêt ou pas. Hein, c'est pour vous, effectivement, légitimement, vous pouvez avoir l'information de ce qui a été le coût jusqu'à maintenant par rapport aux études, mais ça ne change rien par rapport à la décision de partir sur la partie réalisation et construction. Et là, on s'est aperçu qu'on n'était pas en capacité de pouvoir le faire actuellement. Voilà. Il faut arrêter le projet. D'accord, mais je pense que sur ce dossier-là, en tout cas, je pense qu'on était parti au départ sur le remplacement de l'ancienne crèche de Séronce. Et je pense que la CDCI a eu un petit peu les yeux un peu plus gros que le ventre. On arrête. Merci. D'autres? Non? Alors, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc, je vous remercie. Donc, oui. Je précise que ce projet de crèche, il date depuis le dernier mandat. Ça faisait 4-5 ans qu'on le traîne. C'est pas... Aujourd'hui, on est en train de mettre les comptes à l'os et on aura l'occasion, lors des discussions budgétaires, de revenir sur un certain nombre d'équipements qu'on avait envisagés ou imaginés, qui sont aujourd'hui pas dans nos possibilités. On se prépare un exercice budgétaire qui va être assez rugueux en termes d'investissement. J'en avais déjà discuté avec M. Dubourg. Je connais le dossier. J'ai une autre question à poser. Qu'est-ce qui a évolué depuis le vote du budget pour qu'on prenne cette décision aujourd'hui? Parce que les sommes sont à peu près les mêmes. Qu'est-ce qui a évolué par rapport à qu'on a continué à voter ce projet? Mais qu'est-ce qui a évolué qui vous fait prendre cette mesure? Stage, je dis stage. Il y a un devis qui a bougé parce que le bâtiment du futur, on a perdu des aides et on a pris un truc supplémentaire dans notre bâtiment du futur. Donc on était déjà à limite, ce qui fait que les deux effets ont fait qu'on était plus. Et puis on a aussi, sous l'impulsion de Anne-Laurent, aujourd'hui une vision beaucoup plus précise de l'état de nos finances. Et aujourd'hui, je vous dis, je prends mes responsabilités, qu'on soit extrêmement vigilant. On en parlera dans le sujet. On est une communauté de services. Une communauté de services, on ne produit pas de richesse, mais on a des coûts. Donc
ce qui nous pénalise énormément en termes d'investissement. Non, mais on est conscient. En plus, il y avait eu des assurances sur la maison du futur, avec des aides qui finalement se sont pas avérées justes, ou en tout cas sont pas arrivées. Donc en fonction... Et la région qui s'est désengagée, c'est un certain nombre, mais globalement, c'était pas... La vitesse à laquelle on conduit un projet, quand il démarre, on a des aides, si on est 4 ou 5 ans, les règlements d'intervention peuvent changer, et on se retrouve au moment de la réalisation, on n'a plus ce qu'on avait dans le business plan de départ. Donc c'est ce qui arrive. Donc, on va passer au point suivant, qui est l'approbation du PV du Conseil communautaire du 13 octobre 2020. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant... Oui. Vous auriez été déçu si j'avais pas une remarque. Donc, c'était une remarque concernant la prolongation du contrat avec Covet suite à la perte de l'appel d'offres. Il avait été dit dans un... J'ai pu comprendre que c'était 2 mois. Il est écrit 4 mois, parce que je fais une erreur de ma part. Et c'est 4 mois dans le procès verbal. C'était ce qu'on avait proposé. Donc le procès verbal est à corriger. Merci bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres points? Oui. Deux parties de ma remarque, une information qui a été communiquée à la fin. Donc, dans les questions orales, en effet, il est marqué à l'inférence rappel, comme vous voyez, a été adressé au maire pour valider les élus assez bien, mais on ne pas beaucoup. Donc, c'était tout simplement pour vous présenter, alors je sais qu'il y a eu quand même très peu de maires qui étaient présents. Donc, c'était pour présenter le diagnostic sur le PH, donc réalisé par l'étude diligente de la mairie de Cadillac. On voudrait que ce soit rajouté, donc que l'objet du séminaire soit rajouté. Ok, on prend en compte. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté avec les modifications. Donc nous en arrivons aux questions orales. Alors il y avait une première question, M. Rappé. Oui. Juste une question. Au cours du dernier mandat, on avait abordé la possibilité que nous aurions de voter par vote électronique. Et il se trouve qu'on nous avait répondu à l'époque que c'était cher, que c'était compliqué, que ça posait tout un tas de questions. Et on s'est croisé au salon des maires, et il y avait notamment une entreprise là-bas, je ne sais pas si vous avez vu Justin, qui proposait une solution légale, pas chère, sans gros investissements, et qui pourrait nous aider dans des délibérations, faire gagner du temps, éviter le comté, recomté. Le traitement est plus simple aussi après pour les services. Il y a l'anonymisation ou pas, donc après c'est à nous de choisir une séance, etc. Ça me paraît être quelque chose d'intéressant, voilà, je voulais juste qu'on puisse se pencher dessus. Juste pour compléter, j'avais dit au dernier DGS, Dino pour Paul Situé, de se rapprocher de la communauté rurale de l'entre-deux-mers, de Daniel Barbe ayant mis en place ce système. Je pense qu'on va le regarder, parce que c'est en place en Gironde. Oui, mais c'est un Oui. Non, ce qui est intéressant, c'est que dans les nouvelles technologies, compte tenu qu'actuellement nous circulons pas mal au niveau des conseils communautaires, ça permet, c'est des dispositifs mobiles qui permettent d'être transportés et effectivement qui permet de visualiser immédiatement les gens qui ont voté contre, qui s'abstiennent, et c'est comptabilisé. C'est vrai qu'on va effectivement regarder ça d'un peu plus près et on va essayer de voir si on peut, en 2022, on verra. Hein. En tout cas, on va étudier la question qui me paraît effectivement une possibilité intéressante. Hein. Voilà.
Après, bon, alors après, il y avait, comme autre question orale, donc il y avait notre collègue Michel Garas. Je suis désolé, il n'est pas trop tard, ça va vous pas rentrer les minutes. La première question que j'avais à poser, c'était rappeler que la loi de transformation de la fonction publique d'août 2019 prévoit qu'au 1er janvier 2022, les agents de toutes les collectivités territoriales, quel que soit leur poste, devront passer aux 35 heures par semaine, soit 707 heures par an. Donc, pouvez-vous nous confirmer que les dispositions ont été prises pour que les agents de notre communauté de communes remplissent cette obligation légale? Je vous le confirme, M. Garas. Voilà. Donc on en prend votre note. Voilà. Je continue sur la deuxième question. Oui. La deuxième question, c'était un rappel, excusez-moi de le rappeler, un rappel de l'article L 5211-39 du CGCT qui dispose que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement des compagnies de compte administratif arrêtées par l'organe délibérant. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le conseil municipal, etc. Je peux venir en entier. Moi, je note que le dernier rapport d'activité de notre CDC concerne l'année 2018. Document encore en ligne sur le site. 2019 et 2020 on fait à ma connaissance seulement. L'objet d'aucun rapport. Que comptez-vous faire pour mettre fin à cette situation normale? Merci pour cette question. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, on a eu, et personne ne l'ignore, on a eu un passage excessivement difficile par rapport. J'espère qu'on va s'en sortir, j'en suis pas sûr, parce que quand on voit et quand on entend à la radio ou à la télévision, ça semble. Mais la crise sanitaire nous a compliqué nos possibilités pour pouvoir vous rendre compte effectivement de cette situation-là. La réalisation, vous savez que la réalisation de rapports d'activité nécessite une importante documentation et une masse d'informations que nous n'avons pas été, je le dis avec humilité, on n'a pas été en capacité de pouvoir le faire jusqu'à maintenant, mais maintenant que nous arrivons, que nous stabilisons un petit peu nos modes de fonctionnement, je pense que pour le prochain exercice, on sera en capacité de pouvoir... Ça veut donc dire qu'on a fait une croix sur les rapports 2019 et 2020. Et là, pour le moment... on va attendre le 30 septembre 2022 pour avoir 2021. C'est ça que vous dites. Voilà. C'est ça qu'on enregistre. Bon, c'est dommage parce que... Et on s'y engage. On a quand même eu, effectivement, c'est bien que le Covid nous a gênés. Dans le numérique, on s'est débrouillé quand même pour arriver à faire des rapports et tenir un petit peu de l'activité. On a fait comme on a pu. Et je ne suis pas certain que la rédaction d'un rapport d'activité ne s'accommode pas d'un télétravail comme celui qui a été fait avec le télétravail. Si je ferme la parenthèse, je prends note qu'on n'aura pas de rapport d'activité sur 2019 et 2020. Je continue sur le troisième et dernier point. Oui. C'était un marché, concernant le marché OL des gauches. Suite à la décision du tribunal administratif du 23 août ayant annulé l'attribution du marché du numéro 1 de collègues que vous avez évoqué lors du précédent conseil communautaire, l'éventualité de faire appel de cette décision. Pouvez-vous nous dire où ça en est, si ça a été fait? Pour le moment, l'affaire a été, puisque nous on a poursuivi au Conseil d'État, donc on attend. Par contre, parallèlement, parce que gérer c'est anticiper, nous avons mis en œuvre pour un nouveau marché en cas que. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y en a un nouveau marché, c'est-à-dire qu'il a été. Il est en cours, il a été. Non. On attend le jugement. D'accord. Voilà. Mais on anticipe quand même. Parce qu'on dit ainsi en cas. Voilà. Voilà. On a relancé le marché pour pouvoir répondre si par cas le rendu du tribunal administratif n'est pas en notre faveur, qu'on puisse. Voilà. Hein? Ok. Hein? Le Conseil d'État. Le marché a été reconduit à Comet Paprec. Il est relancé. Un marché, on n'attribue pas. On le lance. Et puis après, il y a des gens il y a des sociétés qui candidatent.
Voilà, en fonction d'un cahier des charges que nous avons établi. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions orales ce soir, je vous remercie. Et le prochain conseil communautaire, c'est le 15 décembre. Et la conférence des maires, il y aura la conférence des maires le mercredi prochain.